Merci infiniment de nous suivre. Vous êtes plus de 1000 en cumulé à nous regarder depuis le début de cette semaine du digital. Donc aujourd'hui, c'est le 4e jour consacré à la logistique et au transport. Donc aujourd'hui, un panel de qualité d'experts pour évoquer ce sujet très épineux, digitaliser des choses par définition très physiques. Le transport, c'est très physique, ça prend de la place. Eh bien, nous avons une première partie avec deux experts qui sont à distance aujourd'hui. Vincent Goy de chez BPI France, vous êtes directeur du financement de l'équipement. Ravi d'être à vos côtés. Bonsoir Vincent. Et nous avons également Jean-Marie Pommel de chez Wavestone qui est partenaire chargé de la supply chain. Bonsoir Jean-Marie Pommel. Et donc je présente aussi nos deux start-upers, nos deux entrepreneurs qui sont venus pitcher leurs deux sociétés. Nous avons le bonheur ce soir à ma gauche d'accueillir Paul Guillemin qui est président directeur général de Fretlink. Bonsoir Paul Guillemin. Bonsoir, merci de votre invitation. Et à ma droite, Arthur Barillas, lui aussi présent en présentiel, président directeur général lui aussi de Oversea. Bonsoir. Bonjour Quentin. Eh bien, la première partie est avec nos deux experts à distance a priori, mais évidemment, je me réserve le droit de vous embêter si le cœur m'en dit. Et de la même manière, je vous encourage à m'embêter ou à embêter nos deux experts si vous avez des questions, si vous avez des remarques et des expériences à partager. Donc, chers spectateurs, avant de commencer, je vous soumets deux questions à laquelle vous pouvez répondre. Un petit sondage, 3 questions, auxquelles vous pouvez répondre. Un petit sondage. La première question, c'est: le sujet transport vous intéresse en tant qu'importateur ou exportateur? Vous pouvez voter donc sur le live en haut à droite. Le sujet transport vous intéresse en tant qu'importateur ou exportateur? C'est facile. Deuxième question: quel mode de transport privilégiez-vous? Ferroviaire, aérien, maritime ou routier? Quel mode de transport privilégiez-vous? Ferroviaire, aérien, maritime ou routier? Voilà, je vous laisse voter. Et la troisième question, c'est: comment évalueriez-vous votre sensibilisation aux enjeux de durabilité dans le domaine des transports? Très forte, faible ou très faible? Donc voilà, c'était ma petite partie Julien Lepers. Maintenant, on va pouvoir commencer notre débat avec mes deux invités qui sont à distance. Messieurs, de quoi parle-t-on? On va commencer par une question très simple. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque la digitalisation du transport et de la logistique adaptée aux PME aujourd'hui? Pour moi, c'est toutes les solutions informatiques qui permettent de soit simplifier, soit accélérer, soit enrichir les échanges d'informations dont on a besoin pour organiser, exécuter des opérations de transport ou des opérations de logistique. Donc, quand on dit simplifier, accélérer ou enrichir, on va avoir le temps là, pendant l'heure et quart qui nous reste, de détailler évidemment tout ce qu'il y a derrière, mais voilà, de façon très synthétique, moi c'est comme ça que je vois la partie digitalisation du transport et de la logistique. Merci Jean-Marie Pommel, c'est amusant parce qu'en introduction en off tout à l'heure, en discutant avec Arthur Barillas et Paul Guillemin, je me suis rendu compte qu'ils avaient l'air de se connaître plutôt bien et m'ont-ils répondu: on n'est pas 36 sur ce segment de la logistique et des transports dans les startups. Donc est-ce que vous confirmez ça? Il y a pas c'est un secteur qui suscite moins d'engouement que d'autres secteurs dans le milieu des startups? Il y a quand même beaucoup de startups dans le monde du transport, du TMS en général. Donc, on va peut-être éviter trop les anglicismes et les acronymes, mais TMS, c'est les Transport Management System, c'est tous les systèmes justement qui sont autour de la digitalisation du transport. Et pour moi, il y a quand même pas mal de sociétés sur le marché. Elles font pas toutes la même chose et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais entre celles qui font plus du track and trace, ceux qui font de la gestion de flotte, ceux qui font de l'optimisation de tournée, ceux qui font de la bourse de fret, voilà, c'est des acteurs différents, mais il y a pas mal de startups dans ce domaine. Je vois que vous souhaitez intervenir, Paul Guillemin.
on a vu une grande vague de digitalisation, une grande vague de création de start-up dans le monde du transport et de la logistique, avec effectivement des approches qui sont assez différentes des unes des autres. On parlait de track and trace, d'applications mobiles, de nouveaux organisateurs de transport, de digitalisation des bourses de fret. Et je pense qu'il y a un vrai travail qui doit être fait, et notamment pour des sociétés qui s'intéresseraient à la transformation de leur supply chain ou de leur fonction de transport, de bien comprendre justement la valeur ajoutée qui peut être apportée par ces différents acteurs, qui auraient pu être un petit peu classés par les startups du digital dans ce secteur, mais qui font effectivement, et je rejoins ce propos, parfois des choses assez différentes des unes des autres. Est-ce qu'on a digitalisé en premier, alors, dans cet univers logistique et transport? Quelle est la première digitalisation, finalement, qui a eu lieu? Là, vous parliez de cette vague. Elle a démarré par quoi, exactement? C'est une bonne question, parce que je pense que c'est important. On parle de technologie, on parle de solutions, mais c'est plus intéressant de commencer par les problèmes. Déjà, faire de la technologie pour faire de la technologie, faut-il encore que ça puisse résoudre un problème, et c'est vrai que quand les startups sont arrivées pour résoudre des problèmes et pour participer à cette transformation transport, on a vu qu'il y avait différentes problématiques. Le manque de transparence, et ça je pense que c'est quelque chose qui est énormément ressorti dès le début de l'entrée des startups, apporter de la transparence, apporter de la visibilité sur les opérations de transport, mais également toute la partie, j'allais dire, organisation, qui a la capacité à connecter des supply chains avec des réseaux de transporteurs pour pouvoir donner accès facilement à du capacity fiable directement de manière automatisée. Et si on prend la question dans l'autre sens, les premiers problèmes critiques que les startups voulaient résoudre pour aider effectivement les transporteurs et ces sociétés-là, c'était quoi exactement, Arthur Barias? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il faut, je pense, parler des problèmes concrets qui intéressent aujourd'hui, je pense, nos spectateurs. Et un des premiers problèmes concrets, c'est les sujets de prix, qui sont évidemment très importants quand on parle du transport et de la logistique. Et la première chose aussi, une des vocations de ces sociétés-là, c'est d'essayer d'optimiser les chargements des véhicules, d'essayer d'optimiser les routings des transporteurs, etc. Donc il y a un premier sujet auquel les startups essayent de s'adresser, qui est l'optimisation économique des transporteurs ou des actifs de transport. Il y a une deuxième problématique fondamentale, je pense, qui est là aussi très concrète, c'est les sujets de traçabilité et de visibilité auxquels je pense à peu près tous les acteurs du transport et de la logistique digitale essayent de s'adresser, parce que c'est des sujets de qualité de service. On pense au client final qui soit B2B, soit consumer derrière. Et le troisième point qui est très important, c'est le sujet aussi évidemment écologique et RSE, sur lequel là aussi les startups essayent d'apporter une réponse technologique et innovante à des sujets de fond. Jean-Marie Pommel. Vous disiez par quoi ça a commencé, parce que je suis pas sûr que nos amis autour de vous ont complètement répondu à cette question-là dans la chronologie. Dans la chronologie, il me semble. Alors, moi, je suis plus âgé que vos intervenants à côté de vous, donc j'ai quand même cet avantage-là. Mais je pense que les premières choses qui ont été digitalisées, ou en tout cas sur lequel on a travaillé sur les échanges informatiques entre les chargeurs et les transporteurs, c'est justement ce qu'a dit quand même un de vos intervenants sur le contrôle des prix et le contrôle des factures transport. Parce que c'est vrai que pour un chargeur, et même pour les transporteurs qui font beaucoup de sous-traitance, il y a les factures de transport. C'est quelque chose où on a beaucoup de lignes à contrôler, puisque des opérations de transport, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers par jour. Donc, les factures transport, on a très vite voulu essayer d'automatiser un petit peu ces contrôles factures pour gagner du temps, tout simplement, à contrôler ces factures. Et donc, les systèmes de préfacturation et de contrôle facture dans le transport, c'est quand même des choses qui existent déjà depuis je dirais, au moins une quinzaine d'années, voire même plus, une vingtaine d'années. Paul Guillemin, vous et je pense que la digitalisation a commencé, on confond souvent ces deux termes, par la numérisation, et effectivement ces processus administratifs assez chronophages, et notamment le lettrage et la facturation sont effectivement des processus qui ont rapidement été numérisés, l'arrivée des premières technologies, et après effectivement je rejoins Arthur sur le fait qu'il y a des problèmes de fond qui ont été traités, la gestion de la sous-traitance avec apporter de la visibilité sur ces sous-traitants et sur les opérations de transport, mais également maîtriser ses coûts et maîtriser ses coûts de transport, mais maîtriser ses coûts globaux de l'exploitation de son plan de transport, avec notamment des démarches d'optimisation.
Est-ce que vous diriez qu'il reste aujourd'hui, enfin il en reste forcément des PME, des ETI qui n'ont pas encore pris le pas, qui n'ont pas encore toutes les cartes en main pour se digitaliser, qui sont encore un petit peu en retrait, peut-être historiquement dans le temps, qui ont un pas de retard, on peut le dire, et si oui, pour quelles raisons? Alors, il faut savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle des chargeurs, des PME chargeurs ou des PME transporteurs? Je pense que, et c'est un constat assez terrible que je fais, qui est que l'innovation et l'accès à l'innovation est beaucoup plus simple quand on est un grand groupe que quand on est une PME en France. Et c'est un malheur, et c'est notamment la beauté de la mission de Fretlink et de Paul et de la nôtre, d'essayer d'apporter un peu humblement ce que nous on fait au territoire en France et pas uniquement en grand groupe. C'est le premier élément, et la réponse est oui, effectivement, il y a encore beaucoup de PME qui travaillent de la même façon, et c'est encore une fois à nous de démocratiser des méthodes de travail qui peuvent être sans papier, et qui peuvent accélérer un peu, je dirais, la gestion. Vincent Gouache, je rebondis sur ce que vient de dire Arthur Barillas. C'est aussi votre rôle à vous, à la BPI France et à d'autres acteurs, de faire ce lien, de faire cette passerelle entre les technologies, le digital qui existe, et de faire le lien avec ces PME dont on parlait à l'instant, qui sont un petit peu en retrait. Quelles solutions sont mises en œuvre justement pour capter l'attention de ces ETI, de ces PME, et à quelle fréquence? Alors, je crois qu'il y a un vrai constat, c'est celui que, et notamment sur le transport, là où j'ai une vision plus précise, c'est qu'on est d'abord sur un secteur extrêmement atomisé. Lorsqu'on parle transport, finalement, quand on regarde le nombre d'entreprises, c'est plus des TPE que des PME ou des ETI. Donc ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'il y a une inégalité par rapport à l'accès à l'innovation, ne serait-ce par mes connaissances. N'oublions pas aussi que c'est un secteur où les marges sont extrêmement tirées. Donc peut-être le principal souci d'un petit transporteur, c'est déjà la capacité à financer un camion et puis à trouver du fret pour faire du chiffre. Alors, donc ça, c'est une première réalité. Je pense qu'il y a un gros travail, et lorsqu'on parle avec les fédérations, ils ont conscience de ce problème. Qu'il y a un besoin d'acculturer les plus petits pour les amener sur cette nécessité d'aller sur des outils digitaux qui les connectent avec des chargeurs ou avec des commissionnaires, et qui les font rentrer dans une chaîne complète de transport d'une marchandise d'un point A à un point B. Alors nous, les solutions, on a une série d'outils de financement à BPI France qui permettent justement de financer ce qu'on appelle de l'incorporel, parce que derrière ça, c'est du software, ça peut être éventuellement un recrutement pour avoir finalement un chargé de gestion qui suivent ces outils. Ça peut être aussi de la formation pour donc tous ces biens immatériels, donc qui sont pas toujours finançables autrement que par autofinancement. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des prêts sans garantie qui permettent d'accéder à des financements pour financer de l'incorporel. Voilà. Donc c'est pas le rôle du crédit bailleur, c'est plus le rôle effectivement de ces financements d'aller financer ces solutions-là. Ouais, on a vu Jean-Marie Pommel au cours de ces différentes soirées cette semaine consacrées au digital et au PME, qui avait, peu importe le créneau, peu importe la matière, une certaine défiance, voire dans certains cas une hostilité, au moins une méfiance vis-à-vis du changement, de l'innovation, des technologies. Est-ce que c'est aussi vérifiable sur ce sujet de la logistique et des transports? Est-ce que quand on est une start-up, quand on a un service, une technologie, qu'on a développé une offre de service et qu'on va la proposer à certaines sociétés, donc on vient de décrire un petit peu cet univers, est-ce qu'on rencontre quelqu'un d'accueillant qui a envie de comprendre, ou à l'inverse, un petit peu un Gaulois réfractaire, quoi, pour utiliser une expression un petit peu à la mode? Alors, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, parce que nous, chez Wavestone, on n'en a pas parlé, mais on a un cabinet de conseil, et nous, dans notre équipe supply chain, qui représente à peu près 50 consultants, on travaille plutôt pour des grosses sociétés et assez peu pour des petites entreprises. Donc, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Donc non, je pense que c'est plutôt nos intervenants là que vous avez à côté de vous qui rencontrent peut-être un peu plus les PME
ou les entreprises de taille intermédiaire qui pourront peut-être vous donner cette température-là, mais évidemment que dans les petites entreprises, il y a moins de compétences sur ces solutions informatiques, technologiques. Alors nous, je peux du coup rebondir, chez Freightlink, on rencontre beaucoup, et Arthur le disait, il y a les PME expéditrices et les PME de transport, et effectivement, je rejoins totalement le constat, 90% des boîtes de transport en Europe, c'est des petites sociétés familiales, régionales, qui ont 5, 10, 15, 20 camions, avec papa qui a acheté un des camions et qui d'ailleurs souvent conduit un des 5 ou un des 10 et qui a un assistant ou son fils qui est au bureau ou à la maison sur les bourses de fret en train d'essayer de chercher du fret complémentaire. Ils ont souvent effectivement pas les cellules marketing commerciales pour aller se positionner sur les appels d'offres des chargeurs, qui n'ont pas forcément les outils pour pouvoir coller à toutes les demandes de plus en plus et à toutes les contraintes qui sont imposées de plus en plus par les chargeurs industriels ou dans le retail. Et donc je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement de tous ces acteurs régionaux pour non seulement leur donner un accès aux appels d'offres et qui puissent les aider à comprendre leur activité, à la mapper pour l'aider à développer des vecteurs de développement, mais également les outiller pour qu'ils puissent standardiser leurs relations avec ces supply chains dont on parle. Ouais, 90% c'est donc des boîtes familiales, c'est ce que vous décrivez. Jean-Marie Pommel, je reviens vers vous parce qu'on aura l'occasion de bien discuter avec vous tout à l'heure, messieurs. Si on parle de vos clients à vous, Jean-Marie Pommel, qui ne sont pas ces petites PME familiales qu'on vient de décrire, mais qui sont plutôt des grosses sociétés. Quel est au contraire un peu l'accueil que vous ressentez si on prend le pouls de la logistique et des transports chez vos clients? De quoi vous parlez? Et donc ensuite on évoquera la question du Covid et de la crise sanitaire et les impacts que ça a pu avoir sur ces activités, sur ces technologies. En fait, ces grandes sociétés ont depuis très longtemps, enfin depuis longtemps en tout cas, travailler à la mise en place de solutions justement de digitalisation de ces opérations-là, et ils sont en permanence en veille technologique parce que un milieu qui bouge beaucoup, vos voisins en sont la preuve. C'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent des solutions aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc évidemment, ces grandes entreprises ont plus de structures et ont plus de compétences en interne pour pouvoir faire cette veille technologique et pour pouvoir être à l'affût pour celles qui veulent vraiment être à la pointe de la technologie sur ces sujets-là, de faire des tests avec des solutions innovantes et nouvelles sur le marché. Ce que vous dites, Jean-Marie Pommel, et ça illustre assez bien la fracture qu'on commençait à esquisser juste avant de votre côté avec vos clients. On est en train de peaufiner la technologie, on est en train d'essayer de réfléchir à des services de plus en plus pointilleux, de plus en plus méticuleux, pendant que de l'autre côté du fossé, si je puis dire, on en est encore aux prémices, en gros. C'est que les technologies ont beaucoup évolué et maintenant, il y a beaucoup de solutions et d'applications qui sont devenues beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus faciles d'accès, surtout en termes de technique, et qui ont été conçues justement pour être quasiment en plug and play. Je pense que tout le monde comprendra ce que ça veut dire, et donc qui sont accessibles justement maintenant à des petites entreprises qui n'ont pas l'habitude d'avoir des solutions très compliquées à mettre en œuvre. Et il y a maintenant dans les startups justement des gens qui sont capables de proposer des solutions qui sont avec mise en œuvre très rapide et très simple. Beaucoup plus grand public, plug and play, effectivement. Jean-Marie Pommel, tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Non, parce que c'est quand même à usage professionnel, oui. mais en tout cas accessible pour des petites entreprises.
quand une petite PME effectivement va installer par exemple un SaaS avec une inscription en quelques minutes, va pouvoir directement s'inscrire sur un logiciel en ligne, elle va avoir accès non seulement à la solution, mais qui elle-même va être connectée à différents services et donc de pouvoir sur un seul et même endroit accéder à différents services. Et donc je rejoins le fait de la simplification de l'utilisation de ce type de solution. Sur le plug and play, je voulais simplement rappeler à Jean-Marie Pommel qui s'était engagé au début de notre discussion à ne pas trop parler avec des anglicismes et des termes anglais, mais je pense que celui-ci, pour le coup, tout le monde a compris. Sur le live, une question est posée, donc elle n'a pas de destinataire direct, donc tous les quatre, vous pouvez, enfin le premier qui lève la main peut répondre à cette question. C'est une personne qui nous dit, compte tenu de l'évolution des préoccupations environnementales des consommateurs, pensez-vous que dans 50 ans, on verra plus ou moins de transport en volume ? Pour moi, il faut réfléchir et partir du besoin. Va-t-on demain consommer moins de produits qu'on en consomme aujourd'hui ? Ma réponse globale est je ne pense pas. On va consommer différemment avec des cycles de production, je l'espère, plus courts, avec des industries peut-être plus localisées ou relocalisées. On sait que c'est un des effets de la Covid sur les industries, notamment françaises. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que les modes de consommation actuels qu'on a, si on regarde le boom du e-commerce ces derniers mois le prouve, tendent à réduire drastiquement le flux de transport qui est une conséquence directe des modes de consommation. Donc je pense pas. Pour autant, ce qu'il faut réduire, à mon sens, c'est pas tellement le nombre de transports, mais plutôt les modalités d'exercice du transport, à savoir l'optimisation des actifs de transport, la qualité les émissions qui sont produites. Enfin voilà, pour moi, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut repenser les modalités telles qu'on les a aujourd'hui et vraisemblablement conserver et permettre la conservation d'une partie de nos modes de vie. Donc on évoque beaucoup, justement, vous l'avez rappelé, cette espèce de prise de conscience qui est due à la crise sanitaire. On consommera plus jamais comme avant, on consommera plus local, on n'achètera plus nos vêtements chez des marques peu chères qu'on ne va pas citer, mais qui vont générer beaucoup de transport, etc. A fortiori si on les commande sur Internet. Qu'est-ce que la crise sanitaire concrètement a changé ? Qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'est-ce qu'on a expérimenté sur ce secteur de la logistique et des transports ? Oui, donc l'impact de la crise sanitaire, évidemment, c'est l'explosion du e-commerce. Et pour répondre à la question précédente en même temps, c'est que depuis 30 ans, les échanges, le transport et les flux de marchandises n'ont pas arrêté de l'année en année. Donc, évidemment, ça va continuer. Par contre, en effet, je pense qu'on va avoir un peu moins de transport au travers de la planète et on va avoir beaucoup plus de transport petite et moyenne distance du fait de la relocalisation de certaines activités. Mais voilà, les grandes tendances, c'est ça. Et puis l'autre gros impact de la crise sanitaire, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec des gens sans les voir. Et dans le transport, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est la fonction de l'entreprise. Il y a le plus d'acteurs. Parce que la fonction de transport, c'est la fonction qui a été le plus traitée par les chargeurs. La première, depuis toujours, depuis 50 ans déjà, il y avait les premières fonctions qui étaient externalisées dans les entreprises, c'était la fonction de transport. Pourquoi ? Tout simplement parce que la mutualisation que l'on doit faire quand on a des petits envois que l'on doit faire et dont joue le rôle les transporteurs, mutualisent et massifient les flux de plein de chargeurs différents. C'est un besoin qui a toujours existé, qui existera toujours. Et donc là, avec la Covid, on doit être capable de travailler efficacement avec des gens qu'on ne voit pas et des multiples acteurs. D'où l'intérêt d'avoir des solutions informatiques pour échanger avec ces acteurs nombreux. Question à tous les quatre. Et surtout, question directement adressée pour vous qui nous regardez, quel conseil vous donneriez à ces PME qui nous regardent et qui se posent des questions sur ces thématiques, le logistique et transport, naturellement, puisque il y avait plus de 600 inscrits, je crois, pour la session de ce soir. Quel conseil vous leur suggéreriez Ouais, alors si vous me permettez de commencer et d'être succinct, tester et retester.
On est dans un métier, pour parler du métier de Paul et du mien, qui sont assez proches, sur lesquels on a un métier sur lesquels les tests sont faciles, les flux de transport sont nombreux, divers, et je pense qu'il faut ne pas avoir d'idées préconçues sur la valeur ajoutée que peut apporter tel ou tel acteur. Et il faut être suffisamment, je dirais, ouvert et agile pour se dire faisons l'essai, essayons de travailler avec Fretlink, essayons de travailler avec Oversea, etc. Et ensuite juger sur pièce. On est sur des métiers, encore une fois, sur lesquels il est relativement facile d'itérer. Donc voilà, c'est ça mon conseil. C'est en gros vous pratiquez la politique du satisfait ou remboursé, quoi, du test gratuit. Enfin, oui, parce qu'on connaît nos clients, on sait que les PME ont des enjeux très concrets et la réalité, c'est que nos clients PME ont envie de voir si ça crée une valeur pour eux. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'essayer. Ce qui est important de comprendre, c'est que la transformation digitale, c'est pas un outil avec lequel on arrive en plug and play et ça y est, on plug l'outil et on a fait sa transformation digitale. C'est quelque chose d'assez complexe. Et je rejoins complètement Arthur. C'est une transformation qui va se faire par étapes avec différents niveaux d'intégration dans la supply chain chez nos clients. On peut tout à fait commencer. Je pense que c'est important d'apprendre à marcher ensemble. Les startups, toutes les nouvelles solutions sont encore en train d'itérer sur des systèmes. Nous-mêmes, on est en train de tester tous les jours des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles modes d'organisation de transport. Et je pense que c'est important d'apprendre à marcher ensemble. On peut tout à fait commencer en moins de 24 heures à opérer sur des flux de transport. Et je pense qu'on est sur des métiers opérationnels. On le disait tout à l'heure. On peut faire des heures de réunion, de présentation, parler d'intégration avec les WMS, les TMS, et tous les écosystèmes de systèmes d'information. On a la possibilité, avec nouvelles solutions en SaaS notamment, de pouvoir commencer un test en quelques heures, de pouvoir faire les premiers transports et ensuite de pouvoir petit à petit aller vers différents niveaux d'intégration pour pouvoir réussir complètement la transformation des supply chains. Donc je rejoins complètement je pense que c'est le pilote qu'il faut pouvoir lancer rapidement. Et cette phase de découverte, c'est super important pour découvrir justement l'étendue de ce que ce service peut apporter s'il est employé à plus grande échelle. Vincent Goua. Allez-y, Vincent Goua. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est, je pense que alors, moi, je me place plutôt du côté du transporteur, là, pour le coup. Hein, encore une fois, ma vision est plus axée là-dessus. Il a une équation qui est compliquée aujourd'hui, le transporteur. Il a des petites marges, il a une grosse concurrence, il a la transition énergétique qui déboule aussi par rapport à la gestion de ses actifs, au choix de ses actifs, les politiques RSE, des donneurs d'ordre, etc. Et il a une formidable boîte à outils, finalement, avec tous ces outils digitaux qui arrivent et qui peuvent, d'un côté, mieux le connecter pour trouver davantage de fret, lui donner une vision de l'utilisation de son actif qui peut lui faire économiser du kilomètre, éviter les transports à vide. On va aussi sur le terrain de la prédictibilité, sur les pannes, etc. Et donc, également sur le suivi de sa consommation CO2. Bref, il y a aujourd'hui une richesse qui sont en phase de maturation. Si on en parle dans 2 ou 3 ans, je pense que ça aura ça sera encore transformé et maturé, bien évidemment, parce que ça va très vite. Donc je pense que il y a aujourd'hui peut-être le souci d'avoir un discours marketing commercial pour positionner l'offre digitale sur ses principales problématiques cruciales. Parce que c'est inévitable, la réglementation va imposer de plus en plus de choses, notamment sur le dernier kilomètre avec les zones ZFE, etc. On sait qu'on va aller vers un carcan réglementaire qui va obliger à avoir une précision d'utilisation de ses actifs. Et donc, il va falloir qu'il économise par ailleurs, parce qu'il va y avoir des nouveaux coûts pour lui. Et donc, il va être en recherche d'efficacité. Et voilà. Donc, pour moi, parce que c'est marrant, aujourd'hui, finalement, on a un monde de mathématiciens qui rencontre un monde de routiers. Enfin, c'est ce que j'aime finalement dans le monde du transport et de toutes ces startups, Fretlink et Oversea, on a d'un côté des mathématiciens et des transporteurs. En même temps, ils ont un langage commun, quoi. On voit bien qu'il y a un marché pour ces startups, hein, parce que le transport, c'est plus de 50 milliards en France, hein, donc il y a du business derrière. Et puis de l'autre côté, les routiers, ils ont besoin de ces ingénieurs, ces mathématiciens pour
porter des solutions. Et elles commencent à exister. Jean-Marie, merci Vincent Goy. Jean-Marie Pommel, on évoquait tout à l'heure rapidement le boom du e-commerce qui a été généré par la crise du Covid et qui vraisemblablement restera. Quelqu'un nous demande sur le live, avec l'explosion des livraisons e-commerce, comment appréhendez-vous l'arrivée des acteurs asiatiques ou américains avec les robots livreurs ? Ça va arriver, oui, c'est vrai, mais les robots ne feront pas tout. Hein. Les robots feront peut-être un petit tronçon sur toute la chaîne. Il restera encore pas mal de fonctions à faire par l'homme en logistique et en transport. N'ayez pas trop peur, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est déjà beaucoup le cas dans les entrepôts, donc en logistique. Ça commence à être le cas aussi en livraison urbaine. De plus en plus, l'homme va travailler avec des robots. Nous travaillons beaucoup chez Webstone sur la robotisation dans les entrepôts, donc on connaît très très bien ce sujet-là. Mais c'est pas complètement le sujet de ce soir. Vincent Goy. Bon, il y a toujours le sujet du service après-vente. Faut aussi des capacités réactives. Quand le robot tombe en panne, faut intervenir. Et puis là, on va être sur si demain, effectivement, il y a des tests en ce moment. On va être sur de nombreux robots. Il faut des capacités d'intervention. Donc, je pense que ça laisse de la place pour des acteurs européens pour profiter de ce marché-là, ouais. Jean-Marie Pommel. Il y a des startups françaises qui font des très beaux robots, hein, donc faut pas avoir peur des robots. Les robots chinois, oui, mais il y a aussi des robots européens ou français qui ont leur place. Je pense que ça va rassurer effectivement le spectateur qui a posé cette question, Jean-Marie Pommel. J'ai une question pour Oversea et Fretlink. Donc c'est amusant, vous n'avez pas encore pitché vos deux startups, on va y venir, hein, mais vous avez déjà beaucoup parlé. Proposez-vous de comparer tous les deux l'impact CO2 des transporteurs? Alors, vas-y Paul, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors comparer, question complexe. Ce que je peux vous dire qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on mesure l'impact carbone des propositions de transport qu'on propose à nos clients. Donc on va leur dire si on fait un import maritime depuis Shenzhen jusque rendu région parisienne, on va leur dire voilà, ça fait 1,5 tonne de CO2 selon la méthodologie standard de notre métier qui s'appelle la méthodologie Ecotransit. Donc voilà ce qu'on propose aujourd'hui. On propose pas de comparaison directe aujourd'hui parce que les besoins qui nous ont été remontés par nos clients, c'est déjà de la compréhension et d'être capable d'afficher un bilan carbone mesurable. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est de la visibilité sur ces sujets-là. Ce qu'on fait en interne, nous, en revanche, c'est de créer un système de scoring RSE pour les partenaires avec lesquels on travaille, pour essayer de mettre en avant petit à petit et de construire des offres qui permettent non seulement de savoir l'impact que vous avez, mais de le diminuer, ou en tout cas de favoriser des gens qui investissent sur des actifs de transport, des camions, des bateaux au gaz naturel, etc., qui vont dans le sens de ce qu'on pense être le progrès dans notre métier. Dans le sens de l'histoire, Paul Guillemin. Nous, chez Fretlink, c'est vraiment d'actualité puisqu'on a lancé il y a quelques semaines une offre qui s'appelle Green Roads en partenariat avec une société qui s'appelle WeNow, spécialisée dans la réduction et dans des programmes de réduction d'émissions de CO2. On applique une démarche en 3 étapes chez Fretlink dans ce programme Green Roads: mesurer, réduire, compenser. Donc mesurer, c'est avec toute l'information granulaire qu'on va avoir chez nos transporteurs de pouvoir effectivement construire des tableaux de bord et de pouvoir mesurer de façon de plus en plus précise la consommation de CO2 chez nos transporteurs, de pouvoir le réduire. Et là, il n'y a pas une solution magique, c'est un panel de solutions qu'on va proposer à nos transporteurs, que ça soit des solutions et également via des partenariats, des solutions de relocalisation de palettes, des partenariats, je pense notamment avec UTA, et des itinéraires d'éco-conduite qui vont être donnés aux transporteurs. On a un partenariat qui sort la semaine prochaine avec une filiale de Pirelli qui sont des pneus qui usent beaucoup moins de gomme. Donc c'est vraiment tout un tas d'actions qu'on va mettre et de propositions de services et de matériel qu'on va mettre à disposition du transporteur pour qu'il soit dans une vraie démarche de réduction de ses émissions de CO2. Et un troisième volet qui est le volet de compensation qu'on met en place. Et là on est en partenariat via notamment notre partenaire WeNow
avec les solutions de l'ONU en partenariat aussi avec l'Office national des forêts pour pouvoir compenser son bilan carbone auprès de projets notamment d'extension de parcs éoliens, de reforestation, pour pouvoir non seulement le réduire mais également compenser, le but étant de proposer à nos chargeurs d'obtenir un bilan carbone neutre, voire positif sur leur plan de transport. Ah, moi, j'ai une question qui me vient en tête, messieurs, c'est l'argument écologique, tout ce dont on parle depuis le début de la crise, de consommer responsable, respectueux de l'environnement, etc. Est-ce que toutes les PME, tous vos potentiels clients, ce sont pour eux aussi des préoccupations de chaque instant ou pas? Parce que dans le microcosme des startups, dans les écosystèmes, aujourd'hui, une startup qui ne met pas en avant son côté écologique, qui ne met pas avant cette responsabilité vis-à-vis de la planète, effectivement, elle est mal jugée. Mais est-ce que c'est la même préoccupation qu'on voit partout? On voit déjà que c'est quelque chose qui est devenu impératif et prioritaire. Et ça, on le voit, on l'a vu ces dernières années, il y a eu une vraie accélération effectivement ces derniers mois sur ces sujets. Jusqu'à maintenant, et c'est ça qui je pense a marqué vraiment un déclic, c'est jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup de solutions passer, j'allais dire de greenwashing, avec beaucoup de marketing, beaucoup de labels, on savait pas trop les formules qu'il y avait derrière, et nous on regarde ces dernières années pour justement avancer sur ces jeux-là, on cherchait vraiment des solutions concrètes, et je pense que ce qui a vraiment accéléré la transformation, l'accélération sur ces sujets-là, c'est que maintenant sont proposées des solutions concrètes pour pouvoir agir et avoir un vrai impact sur la réduction de ces émissions de CO2. Et donc je pense que ces chargeurs attendent, et les transporteurs d'ailleurs attendaient des solutions concrètes. On les voit arriver sur le marché, c'est une très bonne nouvelle et ça va permettre d'accélérer cette transformation. Pensez-vous que la robotisation réduit l'empreinte carbone et favorise la RSE? Ça dépend comment on la mesure. Si on regarde sur le cycle de vie ou pas, hein, c'est comment on fabrique le robot, avec quelle énergie, etc. Donc il y a des débats aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur des approches cradle to grave ou des approches plutôt du puits à la roue si on parle du transport. En tout cas, pour répondre aux deux points précédents, je suis convaincu que la préoccupation auprès des PME, elle est montante, elle est croissante. D'ailleurs, BPI-France propose des diagnostics en partenariat avec l'ADEME pour favoriser et densifier la démarche objectif CO2 là, qu'ils ont mis en place depuis une dizaine d'années. Donc c'est un facteur extrêmement important. Après, on sait très bien que la transition énergétique, alors si on parle des actifs roulants, c'est compliqué parce qu'il faut avoir aussi une offre, il faut avoir des zones de ravitaillement. Si on veut passer au GNV, ok, mais est-ce que j'ai des stations près de chez moi pour voilà, il faut aussi rouler un certain nombre de kilomètres pour que ça soit efficace. Donc voilà, c'est une préoccupation et puis une difficulté de mesurer aussi l'empreinte carbone. Voilà, je pense qu'on ira de toute façon de plus en plus vers une approche cycle de vie. Merci Vincent Goy. Jean-Marie, j'ai une dernière question à nos deux startups qui sont là. Est-ce que vous trouvez que les acheteurs de transport sont sensibles à l'argument écolo et surtout sont-ils prêts à payer en plus? Nous, on constate deux choses. On constate qu'il y a les industries qui vendent à des clients et des consommateurs en direct. Eux sont prêts à payer, eux ont des démarches très importantes pour plein de raisons, parce qu'ils sont convaincus qu'il faut le faire et aussi parce que certains ont peur et se disent si aujourd'hui je suis pas capable de prouver que j'ai un impact positif et que je change mes modes de fonctionnement, je peux me faire boycotter ou en tout cas mettre au placard par les consommateurs. Et puis il y a les approches des industriels qui se sentent, je pense, moins exposés à ces sujets-là et sur lesquels nous on voit objectivement des changements plus longs. Est-ce que vous pourriez pitcher rapidement et de façon dynamique, comme vous l'avez très bien fait depuis le début, votre startup Oversea? Avec plaisir. Notre métier, c'est de répondre à un besoin fondamental des entreprises, qui est l'accompagnement sur les problématiques d'import et d'export. Nos clients, c'est des PME, ETI et grands groupes, comme vous, qui nous regardez probablement, qui importent ou exportent des produits physiques depuis l'Asie, les US, le Mexique, le Canada, et les plus de 80 pays dans le monde sur lesquels on opère. Qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? On leur permet de simplifier et de digitaliser toutes les problématiques qui sont liées au transport international de marchandises, à savoir la demande de cotation, la gestion documentaire, la gestion douanière, le suivi avec du tracking en temps réel, la facturation, et proposer une expérience qui soit allégée du transport international pour les PME. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que le transport international, c'est des sujets très complexes
qui évoluent de pays en pays avec des sujets de documentation spécifiques. Et notre ambition à nous, c'est d'alléger ces sujets-là pour nos clients et pour faire simple, de permettre à n'importe quelle entreprise européenne, en 3 clics, d'importer ou d'exporter dans plus de 80 pays. Vous avez évoqué 80 pays sur lesquels vous travaillez, avec quelle spécificité selon les pays? Qu'est-ce qui diffère dans dans vos services et votre façon d'appréhender ces différents pays? Alors, notre offre, elle se compose principalement autour de ce qu'on appelle 3 produits. On va faire beaucoup d'imports maritimes, que ce soit du conteneur complet ou du groupage, principalement depuis l'Asie, pour une variété d'industries comme le textile, les jouets, le high-tech, les vélos. Voilà, on va intervenir sur beaucoup d'industries, sur du transport maritime, donc à la fois groupage et conteneur complet, et également du transport aérien pour les urgences, pour toute une série aussi de typologies de produits qui sont transportés plus souvent comme ça. Et on augmente je dirais de semaine en semaine la part du transport ferroviaire chez nous à l'import qui est de plus en plus important. Voilà la palette de services qu'on offre à nos clients aujourd'hui. Le deuxième versant de ça, c'est sur l'export, évidemment, sur lequel on va accompagner des entreprises sur l'aérien, du maritime et aussi du ferroviaire sur l'export, tout en gardant, je dirais, l'ADN digital qui nous caractérise pour simplifier et optimiser l'expérience et les coûts de transport. Qu'est-ce que exactement le métier de commissionnaire de transport et comment est-ce que vous parvenez à le digitaliser, Arthur Barillas? Alors, le métier de commissaire de transport, on peut le résumer en une phrase en fait. Nous sommes une agence de voyage pour vos marchandises. Donc, notre métier, c'est d'organiser et de coordonner le transport des marchandises que vous nous confiez. C'est un métier que beaucoup de gens connaissent sous le nom de transitaire. Donc voilà, c'est le métier qu'on organise. On a les labels qualité, on est OEA, on est certifié IATA pour ceux qui le connaissent. Donc on a les labels qualité les plus élevés de notre profession. Comment est-ce qu'on digitalise ce métier-là? De 2 façons. Première chose, en essayant de digitaliser l'expérience client. Donc ça veut dire, au lieu de vous faire attendre pendant 48 heures pour avoir une réponse à vos demandes de cotation, vous répond sous 2 heures. Au lieu d'avoir une vingtaine ou une trentaine d'échanges email pour gérer vos transports, on vous propose de réduire ça de 90% via notre messagerie à l'intérieur de la plateforme. Voilà, c'est beaucoup de sujets qui sont d'une part liés à l'expérience client. Deuxième chose, qui sont liés à la façon dont on fait les opérations chez nous. On va être intégré automatiquement aux compagnies maritimes, aux compagnies aériennes, de manière à proposer des prix et de la capacité dynamique, et je dirais à augmenter la qualité de service et la qualité opérationnelle de ce qu'on est capable de délivrer pour vous. Arthur Barillas, vous avez évoqué une jolie comparaison avec les agences de voyage. Les agences de voyage sont fermées en ce moment. Vous, pendant cette crise, qu'est-ce que vous avez observé sur votre activité? Quelles questions on vous a posées? Quel retour on vous a fait? Comment est-ce que les coulisses finalement d'Oversea pendant cette crise sanitaire? Si vous importez ou vous exportez, vous en êtes nécessairement rendu compte, les conditions de transport se sont incroyablement dégradées. Je dirais ces 12 derniers mois, que ce soit sur le transport maritime, le transport aérien. Et donc le premier impact qu'on a constaté, c'est la difficulté dont faisaient l'expérience tous nos clients PME, ETI et même grands groupes pour le bon acheminement de leurs marchandises dans cette période-là. Deuxième élément qui vous a pas échappé aussi, c'est l'augmentation des taux de fret, que ce soit en maritime ou en aérien, qui était très très élevé, je dirais, depuis la question du confinement. Et troisième élément, l'augmentation de l'import de certains types de marchandises. Donc, on importe énormément de vélos depuis le début du confinement et depuis le début de la crise sanitaire, ce qui est une excellente nouvelle. Et beaucoup aussi de ce qu'on appelle 2PI, donc d'équipements de protection individuelle, de masques, blouses, lunettes, etc. Est-ce que donc là vous évoquiez la dégradation, c'est le terme que vous avez employé pour pouvoir transporter à l'étranger. Est-ce que dans le monde d'après Covid, il y aura des nouveaux process, des nouvelles réglementations sanitaires? Oui, alors des mesures sanitaires probablement, même si c'est encore difficile de se plonger là-dessus. Ce qui est certain, c'est que il faudra être très agile et il faudra être, je dirais, très réactif et très bien informé pour naviguer dans le monde post-Covid du transport international de marchandises. Merci Arthur Barillas. J'en profite pour vous rappeler, Vincent Goua et Jean-Marie Pommel, que si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez ajouter une question, une réaction à nos 2 start-upers, en l'occurrence à Arthur Barillas, cofondateur d'Oversea, n'hésitez pas à lever la main. Vous êtes sur un écran, certes, mais vous êtes néanmoins en face de moi, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et donc, vous pourrez évidemment participer à cette partie également. J'en profite pour vous rappeler, chers spectateurs, les
les 3 questions que j'avais partagées avec vous au début de notre conférence, auxquelles je vous encourage à répondre en haut à droite de votre écran. Et les résultats seront dévoilés à la fin, c'est-à-dire d'ici une petite demi-heure. Première question, le sujet transport vous intéresse en tant qu'importateur ou exportateur? Deuxième question, quel mode de transport privilégiez-vous? Est-ce le ferroviaire, l'aérien, le maritime ou le routier? Et enfin, comment évalueriez-vous votre sensibilisation aux enjeux de durabilité dans le domaine des transports? Est-ce très fort, faible ou très faible? Voilà, n'hésitez pas à répondre à ces 3 questions et nous partagerons les résultats à la fin. Je reviens à vous, Arthur Barillas, après ce court aparté nécessaire, Julien Lepers. Combien de clients, très très simple, combien de clients travaillent avec vous aujourd'hui? Plus de 500, dont 30% dans une quarantaine de pays. Oui. Nombre qui ne cesse d'augmenter grâce, je dirais, à le dynamisme du tissu industriel français. On a la chance d'accompagner de très très belles PME un peu partout. C'est l'occasion pour moi maintenant, Arthur Barillas, de vous demander des cas concrets d'accompagnement de PME et de cas concrets de, vous avez proposé votre service à une ou plusieurs PME. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a généré dans le business de cette PME? Alors, on a plusieurs impacts chez nos clients. Le premier, c'est la réactivité. Pour nos clients qui sont importateurs ou exportateurs, on répond en moyenne en moins de 2 heures aux demandes de cotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur toutes les demandes commerciales à l'export, toutes vos demandes de transport-import, vous avez des gens qui donnent 100% de leur énergie pour vous répondre vite, avec la capacité et donc je dirais un engagement fort chez nous. Donc ça, c'est le premier impact qu'on a. Deuxième impact qu'on a, c'est on essaye d'avoir un impact compétitivité et un impact prix. Comment est-ce qu'on fait ça? On a développé un algorithme qui permet de comparer différentes solutions de transport en prenant toujours évidemment en compte les sujets de qualité. Et on va être capable de vous proposer sur chaque transport différentes propositions avec différentes compagnies maritimes, aériennes, etc. afin de vous proposer des propositions qui vont être soit très courtes, express disons, ou soit très économiques. Et on essaye de plus en plus aussi de pousser des solutions, des propositions qui sont carbone neutrales, ou en tout cas qui intègrent de la compensation. En tout cas, vous essayez de créer des alchimies en fonction des préférences de vos clients, c'est ça? Oui, absolument. On essaye de packager, je dirais, nos offres de transport pour essayer de simplifier aussi la lecture des PME et des ETI sur les sujets transport, parce que ce sont des sujets complexes sur lesquels nous, on essaye, je dirais, de simplifier et de dégager une meilleure lecture des prix et du service. Arthur Barillas, merci infiniment. Je vois qu'il est quasiment 18h10, donc je vais me tourner vers votre copain, mais en fait, faites donc. Vous connaissez peut-être pas tant que ça. Donc, vous n'êtes pas directeur commercial, mais vous êtes cofondateur, Paul Guillemin, de Freightlink, et on a déjà beaucoup parlé de Freightlink ce soir pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez, pareil, même question, même processus, est-ce que vous pouvez me pitcher de façon succincte et dynamique Freightlink? Après avoir autant mis à part faire de jolis goodies, de jolis pulls Freightlink. Là où je peux vous rassurer, c'est qu'après avoir autant donné notre avis sur la digitalisation de la supply chain, je peux vous dire que Freightlink est une start-up dans le transport. Donc, pour vous rassurer, ça fait partie de notre expertise. Freightlink, c'est une nouvelle génération d'organisateurs de transport. Je le précise, dans le transport routier de marchandises. Et notre but, c'est de développer un nouveau standard de collaboration pour rapprocher d'une part les expéditeurs, d'autre part justement on en parlait, ces petites sociétés de transport routier de marchandises, ces sociétés régionales, familiales, à travers un nouveau standard de collaboration, à travers un nouveau modèle plus juste, plus transparent, plus équitable et plus durable. Plus concrètement, ça fait 5 ans maintenant qu'on développe non pas un TMS mais un TOS, un Transport Operating System, qui est une solution globale qui va couvrir l'ensemble du processus, qui va nous permettre de digitaliser les plans de transport de nos chargeurs, de pouvoir comprendre finalement l'activité, là où ils vont devoir livrer, les volumes, les contraintes opérationnelles, de pouvoir digitaliser pour pouvoir mapper leur plan de transport, de pouvoir bien évidemment avoir une technologie qui va nous permettre d'automatiser l'ensemble de la chaîne de gestion du processus de transport, de la transmission de l'ordre de transport jusqu'à la remontée des CMR, donc des preuves de livraison et de la facturation. Donc ça va être vraiment une technologie
d'automatisation, de gains de productivité, mais également d'apporter de la transparence, puisque nos tableaux de bord vont pouvoir informer tous les acteurs de la chaîne en temps réel sur les opérations de transport. Et un deuxième point qui est clé, et je dirais même un des plus clés chez Fretlink, c'est vraiment le développement du plus grand réseau européen de ces petits transporteurs régionaux fiables et connectés. Et donc c'est vraiment nos deux enjeux chez Fretlink, simplifier, rationaliser les échanges entre ces chargeurs et ces expéditeurs. La supply locale, dites-vous, Paul Guillemin, c'est ce qui est intéressant chez Fretlink. Et je vais vous poser une question simple. Vous m'avez dit l'aventure Fretlink a démarré il y a 5 ans. Elle a démarré où exactement? Par quoi? Votre premier client? Comment vous avez fait? Par où êtes-vous démarré? Alors effectivement, je me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais remplir des camions. Il y avait parce que je ne viens pas du secteur du transport à la base, mais j'ai dirigé une agence digitale pendant quasiment 5 ans sur laquelle je faisais un certain nombre de développements d'applications mobiles, de sites internet et de plus en plus de logiciels métiers. Et j'ai rencontré un dirigeant d'une société de transport de marchandises qui m'a demandé justement de lui développer un TMS, donc un Transport Management System, un logiciel de gestion pour les sociétés de transport. Et j'ai passé plus de 2 ans et demi à développer des fonctionnalités, à essayer parce que je suis un petit peu curieux, un peu entrepreneur, à essayer de discuter avec beaucoup de transporteurs, mais également beaucoup d'expéditeurs, beaucoup de chargeurs pour essayer de comprendre ce secteur. Et j'ai vu effectivement que c'était un secteur au tout début de sa transformation digitale, de sa transformation des usages, d'essayer de comprendre les vraies problématiques et les enjeux de la transformation. Et c'est là qu'on a décidé évidemment de montrer Fretlink pour apporter notre pierre à cet immense édifice. Et donc au départ, vous avez essuyé des refus. Enfin, est-ce que c'était compliqué de proposer votre modèle et d'en parler? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a une frontière symbolique, une barrière même symbolique avec tout ce qui est changement, innovation de façon pour tout le monde. Hein, c'est assez humain d'être réfractaire au changement. Est-ce que ça vous l'avez perçu, et comment vous avez réussi à aller au-delà de cette potentielle défiance, voire peur du nouveau, quoi, de l'innovation et de la nouveauté? Alors encore une fois, je le rappelle souvent, comme le disait Arthur tout à l'heure, il y a 2 populations. Il y a cette population de transporteurs routiers et de l'autre côté des supply chain, des expéditeurs. Je le dis souvent, et même s'il y a encore beaucoup de boulot chez les PME, les ETI et les grandes supply chain du point de vue de la digitalisation de leur transport, je dis souvent, je suis moins inquiet par la cellule d'innovation, de procurement ou des achats d'un AB InBev, d'un Carrefour ou d'un Nestlé que ce petit transporteur régional qui lui fait moins de 1% de marge brute, doit investir dans le renouvellement de son parc, qui doit investir dans des outils, etc. Donc il a fallu vraiment, on a eu vraiment des méthodologies différentes pour les chargeurs et pour les transporteurs. Mais je le rappelle, et on le disait tout à l'heure avec Arthur, ce qui est important, c'est d'y aller par étapes. Il y avait évidemment beaucoup de sceptiques au début, il a fallu rassurer sur beaucoup de points, et pour ça, on n'est vraiment pas arrivé en disant on va plugger quelque chose et vous allez un outil et vous allez, ça y est, votre transformation digitale aura été faite, on a la solution à tous vos problèmes. Ça a été vraiment très itératif. On a commencé par se mettre en backup, donner un coup de main et donner accès à notre capacitif pour pouvoir trouver dans des pics d'activité ou dans des moments où les transporteurs faisaient des faillances, de pouvoir trouver du capacitif, de pouvoir petit à petit mettre en place la relation opérationnelle, intégrer les premiers systèmes, le back-end, et puis petit à petit on s'est intégré au TMS, au WMS, au système de prise de rendez-vous sur les plateformes logistiques, et petit à petit on a construit cette intégration. Donc encore une fois, la transformation ne se fait pas en une semaine et en intégrant une solution, elle se fait par étapes, et il faut à chaque étape montrer qu'il y a un vrai ROI et qu'on ne développe pas de la technologie parce que c'est trendy, c'est sexy et que c'est sympa d'avoir des belles interfaces, mais que sur chaque élément et brique technologique qu'on va développer, on va être capable d'améliorer une KPIs de qualité de service, de recherche de capacitif, d'amélioration sur les émissions de CO2, de remontée de CMR automatisée, d'automatisation des tâches chronophages. Et c'est cette démonstration qu'on a dû faire étape par étape dans la chaîne de transport. Justement, Paul Guillemin, avant de vous demander quels ont été les avantages et quel est ROI, je vous rappelle, à vous qui nous regardez, que Paul Guillemin et Arthur Barrias ne sont pas cofondateurs de la même société, parce qu'ils passent leur temps à dire avec Paul, avec Arthur, donc peut-être vous êtes un peu paumé. Donc à gauche, c'est bien Paul Guillemin, cofondateur de Fretlink, et à droite, Arthur Barrias, qui est président directeur général de Versy. Donc ils sont bien de sociétés différentes. Je dis ça sur le ton de la blague, mais avec
Paul avec machin. Il y a une telle complicité. On a des grandes parties de notre métier qui sont en commun. Une partie dans effectivement l'aérien et le maritime avec du transport international et une partie de fluidification, de rationalisation des échanges entre les expéditeurs et transporteurs, mais dans le milieu du transport routier de marchandises en Europe. Et à vous, chers spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à Paul Guillemin ou à Arthur Barillas. Nous avons encore un quart d'heure ensemble pour discuter de ce sujet épineux et passionnant. Paul Guillemin, je me retourne vers vous. Donc justement, les avantages et quel ROI avec votre solution? Alors, déjà, c'est l'avantage, je le disais tout à l'heure, on va répondre sur un one-stop market, sur une plateforme centralisée aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés, différents enjeux auxquels sont confrontés les chargeurs et les transporteurs aujourd'hui. Le chargeur, c'est évidemment de pouvoir sécuriser son capacitif, et ça c'est quelque chose qui est important. On lance des appels d'offres aujourd'hui, et la difficulté auxquelles sont confrontés les chargeurs, c'est les problèmes de défaillance sur leur plan de transport. On a d'un côté un processus qui est statique, le processus de l'appel d'offres qu'on va lancer une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Et de l'autre côté, un marché qui est très dynamique. Le transporteur, 3 mois, 6 mois, 12 mois plus tard, il va perdre une ligne, il va perdre un contreflux, il va plus vouloir se positionner sur un Toulouse le mardi et le jeudi. Le transporteur a des avantages commerciaux sur la carte péage, sur la carte fuel, sur leurs pneus et sur tous les services qui vont leur permettre non seulement d'augmenter leur top line, mais de pouvoir aussi réduire leurs coûts pour pouvoir augmenter leur marge. C'est vraiment tous les services qu'on apporte sur une seule et même interface avec Fretlink. Paul Guillemin, aujourd'hui, donc Fretlink a 5 ans environ. Quel problème vous avez aujourd'hui maintenant vous êtes Fretlink est mature, mais sur quel problème vous travaillez en ce moment? Alors aujourd'hui, on travaille sur le développement d'une offre de pilotage. On a commencé les premières années pour se faire connaître. Je l'ai dit, d'abord par filer un coup de main, parce qu'évidemment Nestlé n'allait pas nous confier toute ou partie de son plan de transport, petite start-up qu'on était dans notre garage. Donc il a fallu faire nos preuves pendant un certain temps. Et évidemment, la fonction transport est tellement critique chez ces PME, ETI et grands industriels qu'il a fallu faire nos preuves d'année en année pour montrer qu'on était capable petit à petit de gérer des lignes régulières et des plans de transport de plus en plus importants. Et donc on a une activité de freight forwarding où un expéditeur nous confiait 1, 10, 15, 50 lignes sur lesquelles on devait sécuriser, piloter et optimiser le plan de transport. Aujourd'hui, on lance une nouvelle offre et c'est un des gros challenges chez Fretlink aujourd'hui. C'est une offre de pilotage, une offre qu'on appelle dans le secteur de tour de contrôle, sur lesquelles on va non seulement être capable de pouvoir travailler avec notre réseau de prestataires pour pouvoir sécuriser du capacitif et le piloter sur des parties des plans de transport de nos chargeurs, mais également de pouvoir se positionner comme ce qu'on appelle lead PL, comme pilote de flux pour notre chargeur, c'est-à-dire l'aider à organiser son appel d'offres, l'aider dans la sélection des différents prestataires et notamment un certain nombre de ces prestataires historiques, et de pouvoir non seulement faire appel et leverager notre réseau pour trouver du capacitif, mais également de pouvoir intégrer un certain nombre de ces prestataires pour l'aider justement à faire des gains de productivité, apporter de la transparence sur l'ensemble de son plan de transport. Paul Guillemin, sur le live, quelqu'un demande comment se fait la tarification de vos services pour le transporteur et pour le chargeur? Alors, elle se fait à partir d'un algorithme. On a reconstitué les pricing de transport à travers déjà beaucoup de data qu'on a récupéré sur évidemment déjà le coût de revient des véhicules, et on est parti de ça pour pouvoir calculer des coûts de transport sur lesquels on va ajouter énormément de données que sont des données par exemple de balance de fret. Sans rentrer trop dans le détail, un Paris-Toulouse ne coûte pas le même prix qu'un Toulouse-Paris puisqu'il y a des probabilités de rechargement qui sont beaucoup plus fortes à Paris qu'à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on va intégrer les probabilités de rechargement dans les pricing qu'on va proposer, mais également des données qui sont issues de nos opérations au quotidien. On va croiser l'ensemble de ces données de pricing aux données effectivement opérées au quotidien par nos équipes transport et sur lesquelles on va être capable de dire sur un panel de transporteurs donnés, voilà le prix qu'on paye, la qualité de service en fonction des contraintes opérationnelles, voilà le prix qu'il faut payer pour pouvoir obtenir 98, 99, 100% de qualité de service. Et donc en croisant l'ensemble de ces données opérationnelles, on va être capable de donner un pricing automatisé à nos clients. L'équation est très claire. Il y a quelqu'un sur le live qui se demande tout bêtement, Fretlink, est-ce que c'est pertinent pour une PME? Alors Fretlink, c'est totalement pertinent pour une PME.
Alors après, ça va vraiment dépendre de la taille du plan de transport. On a des très très grosses sociétés qui ont des plans de transport qui sont finalement assez faibles ou sur des typologies qui vont pas forcément nous correspondre. Et on se rend compte qu'on a des PME qui font pas forcément 500, 800, 1 milliard de chiffre d'affaires, mais qui ont des plans de transport finalement assez complexes et des volumes d'expédition qui peuvent être assez conséquents et qui vont avoir finalement des vraies problématiques d'organisation. Une PME ou une TPE dans le e-commerce qui va faire 2 ou 3 expéditions par mois n'aura pas forcément vocation à venir. On peut évidemment lui filer un coup de main et elle peut venir trouver du capacitif chez nous, mais on va dire que c'est pas forcément notre core business. Nous, on s'intéresse à de l'organisation de plans de transport et donc il faut que ça soit quand même des PME qui aient un plan de transport organisé. S'il s'agit de 1, 2 ou 3 expéditions par mois, c'est pas là où forcément le Transport Operating System qu'on déploie chez nos clients aura forcément le plus de pertinence. Oui, ajouter quelque chose. Je vois que vous avez saisi votre micro. Si on parle d'Oversea, oui, nous, on sert aussi beaucoup les PME et toutes les entreprises qui ont des besoins de transport internationaux, maritimes, aériens et ferroviaires. Donc, c'est aussi le cœur de cible chez nous. Fretlink, je reviens vers vous à gauche. Est-ce que vous faites, alors c'est une question qui est sur le live, est-ce que vous faites que les lots affrètement ou également les petits colis, autres que particuliers? On se concentre principalement, et c'est important de le dire, donc on est sur du transport européen, sur ce qu'on appelle du long haul, et notamment sur donc du transport amont, et on a décidé de se focaliser dans un premier temps sur du FTL, donc du full truckload, qui représente aujourd'hui 80% de notre activité, et on a 20% de LTL, donc de less than a truckload, qui sont du 2000 lots, du 10, 15, 20 palettes. Par contre, on est vraiment spécialisé sur de l'activité palette et sur un certain nombre de transports spécifiques, notamment sur du vrac, sur du transport réfrigéré, mais pas sur du colis ou sur du last mile, par exemple. On est vraiment concentré sur une activité de long haul en Europe. Une question me vient et vous concerne tous les deux, cette fois pour les deux startups. C'est quoi votre client idéal? Si vous pouviez mieux préciser votre cible, demande ce ou cette spectatrice. Alors, on n'a pas de client idéal, nous. Encore une fois, on accompagne des gens qui ont des volumes de transport internationaux sur des industries aussi différentes que, je dirais, encore une fois, le meuble, l'industrie, le retail, etc., le e-commerce. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des gens qui maîtrisent les problématiques de transport, ou en tout cas qui ont la volonté de les maîtriser, parce que c'est là que nous, on va avoir le plus de valeur. Donc ça va être aussi souvent des gens qui ont des flux récurrents et qui ont, je dirais, un savoir-faire aussi en interne sur ces sujets-là, mais c'est pas absolument nécessaire. Paul Guillemin. Un petit peu la réponse. On travaille dans différentes industries et même sur toutes les industries, donc on est capable d'opérer pour tout le monde là-dessus. Après, c'est vrai que je le rappelle, on a développé, je le répète, un transport operating system, et notre but, c'est vraiment d'accompagner les supply chain, les équipes transport dans la transformation de leurs usages. On va plutôt travailler, effectivement, je le disais, sur des sociétés qui ont des plans de transport, souvent des flux réguliers qui vont vouloir optimiser. Et plutôt que sur des sociétés, je le disais, qui ont 1 ou 2 transports par mois, sur lesquels on peut encore une fois, je le dis, trouver un camion, trouver du capacitif et les aider à piloter ce plan de transport-là, mais sur lesquels ça va peut-être faire moins de sens qu'une société qui a des vrais soucis, et j'utilise ce mot d'organisation, qui a des soucis de planification et d'organisation. C'est là où on va pouvoir déployer nos équipes, notre technologie, et qu'on va pouvoir aider vraiment à sécuriser, piloter et optimiser ces plans de transport. Donc c'est vraiment cette typologie de clients qu'on va pouvoir adresser. En matière d'organisation, justement, Paul Guillemin, quelqu'un demande, Fretlink travaille-t-il sur des plans de transport limités à la France, à l'Europe, au monde? Où s'arrête votre ambition sur un plan géographique? Alors encore une fois, je pense que la meilleure manière l'approche qu'on veut pas avoir, c'est d'être très moyen partout. Donc effectivement, je l'ai dit, on n'est pas sur tout type de segments. Et ça, je le dis parce que c'est un point qui est important. Il y a beaucoup de startups qui se sont lancés dans le transport, ou de players qui se sont dit, finalement, il y a des expéditeurs d'un côté, des camions de l'autre, que ça soit de la messagerie pallettisée, du colis, du monocolis, de l'affrètement. Finalement, c'est un marketplace entre les deux. On se rend compte que c'est des métiers qui sont très très différents. Et nous, on a fait le choix, plutôt que d'être moyen partout, de vouloir devenir leader et d'être les meilleurs sur ce qu'on fait. Et donc, on se concentre effectivement sur du full truck
en Europe. On a pour l'instant, et c'est un marché, je le rappelle, qui représente 300 milliards de chiffre d'affaires en Europe. Donc on a déjà de quoi s'occuper sur le périmètre européen. Et on opère dans plus de 20 pays en Europe avec des bureaux centralisés à Paris et à Bruxelles. Là, on a un déploiement dans les pays, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui ont été décalés cette année avec le Covid. Mais le but est bien de couvrir tout l'Europe, sur lequel on opère aujourd'hui, pas forcément avec des bureaux dans tous les pays, mais sur lequel on a vocation à se développer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors tous les deux, donc cette fois on va pas parler de géographie, on va parler de taille paquet si j'ose dire. C'est quoi la taille du plan de transport mini, nous demande un spectateur, la taille du plan de transport minimum. Alors nous on réfléchit pas en taille de plan de transport. Encore une fois, le client idéal, c'est un client qui a des flux récurrents sur l'un des 80 pays qu'on maîtrise. Et donc, ce que ça veut dire, c'est ça. Pas de budget transport ou je dirais de seuil au-delà duquel on peut pas travailler ensemble. C'est plutôt, encore une fois, en contactant nos équipes qu'on découvre un peu, je dirais, l'étendue du besoin et que nous, on sera capable de dire si on peut se positionner ou pas. Paul Guillemin, il vous reste 1 minute pour finir. Voilà, quand on entend transport récurrent, c'est des relations régulières avec nos chargeurs et sur lesquelles surtout on va pouvoir être dans une démarche d'amélioration continue, non seulement du plan de transport, mais des processus en interne chez les clients. Et c'est ça qui est important. Quand on entend tout transport récurrent, c'est à la fois des lignes régulières sur lesquelles on va avoir un vrai impact d'organisation, d'optimisation, de monitoring des activités transport. C'est des clients qui vont expédier toutes les semaines, tous les jours chez nous et sur lesquels on va avoir un vrai impact d'amélioration et d'optimisation. Merci Paul Guillemin. Je vais vous donner les résultats du sondage. À la question, le sujet transport vous intéresse en tant que vous étiez 48% importateurs et 52% exportateurs. Donc c'était très égal. Comment évalueriez-vous votre sensibilisation aux enjeux de durabilité dans le domaine des transports? Vous êtes 24% à estimer que c'est très fort, 51% à estimer que c'est fort, 19% faible et 5% très faible, donc c'est quand même effectivement un vrai enjeu. Enfin, quel mode de transport privilégiez-vous? Alors, 15% privilégient le ferroviaire, 13% l'aérien, 23% le maritime et 49% le routier. Voilà pour les résultats de ce sondage. Il me reste à vous remercier à tous les quatre. Merci à Vincent Goy qui était présent en visio à distance. Merci infiniment Vincent Goy. Donc je rappelle qui est directeur du financement de l'équipement chez BPI France. Merci à vous. Je remercie également Jean-Marie Pommel, donc qui est partenaire chez Wavestone. Et donc voilà pour nos deux experts à distance et en présence. Donc à ma gauche, Paul Guillemin, PDG de Fretlink et cofondateur. Et à ma droite, Arthur Barillas, également PDG d'Oversea et cofondateur. Merci à tous les deux également. Merci Quentin. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette 4e journée et avant-dernière journée de cette semaine digitale des PME. Le dernier sujet qu'on abordera demain, et j'en frétille déjà d'impatience, sera consacré à la relation client et le digital adapté aux PME, aux ETI. Rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore inscrits, venez nombreux et je vous souhaite une excellente soirée.